ne me mets pas dans l'embarras, mon nouveau patron est important, a-t-elle chuchoté lors du gala de son entreprise, en me désignant la sortie de service. J'ai simplement hoché la tête. Quelques instants plus tard, son patron lui a saisi frénétiquement le bras. Le visage pâle, il a dit, « L'homme que vous venez de renvoyer. Avez-vous la moindre idée de qui il est pour moi ?» À exactement 7h42 du soir, sous le faux lustre en cristal d'un hôtel de luxe de 3e ordre qui se prétendait haut de gamme, ma femme depuis 18 ans s'est penchée assez près pour que la chaleur de son souffle touche mon oreille et a murmuré, « Ne me mets pas dans l'embarras. Mon nouveau patron est important. » Elle a souri pour les caméras, sa main époussetant un duvet imaginaire de mon blazer comme si elle nettoyait un accessoire, et non un homme. Ses doigts étaient raides, détachés, comme si elle manipulait des preuves, et non de l'affection. J'ai suivi son regard et j'ai vu où il menait, vers la porte latérale derrière le bar, par où les traiteurs et les concierges allaient et venaient comme des fantômes. C'était ma porte maintenant. Pas de drame, pas de voix élevée, pas de verre de vin brisé, juste un exil silencieux et des boutons de manchette. J'ai hoché la tête une fois. C'est tout ce qu'elle a obtenu de moi. Je me suis retourné et je suis parti. Elle a probablement pensé qu'elle avait gagné une partie d'échecs invisibles, comme si me reléguer dans le couloir de service lui avait valu une promotion dans son statut social. Derrière moi, la musique a enflé, une version synth-jazz de Sinatra, et le tintement des toasts et des rires a continué sans pause. Je suis passé derrière le rideau, j'ai enlevé ma cravate et je me suis appuyé contre le mur à côté de plateaux empilés de hors-d'œuvre intacts. Un serveur m'a jeté un regard à moitié inquiet, me reconnaissant peut-être d'un portrait d'entreprise qu'il n'était pas censé voir. J'ai souri faiblement et lui ai fait signe de s'éloigner. Ce n'était pas grave. J'étais habitué aux ombres. Elle est retournée dans la lumière, radieuse dans sa robe de satin bleu marine. Son bras était passé sous le coude d'un homme qui semblait tout juste sorti du monde des fonds communs de placement à haut rendement. Un vrai visionnaire, a-t-elle dit à quelqu'un près du podium. Il est en train de changer toute la structure. J'ai réprimé le rire qui se formait dans ma poitrine. Oh, il va changer la structure. C'est certain. Avant d'aller plus loin, je dois demander quelque chose. Pas pour moi, mais pour l'équipe derrière tout ça. Plus de 90% des auditeurs ne s'abonnent jamais. Mais chaque abonnement nous motive à continuer. À construire ces histoires couche par couche. Si vous êtes ici à écouter maintenant, appuyez sur ce bouton. C'est tout. Pas de drame. Juste un clic. Maintenant, revenons à cette nuit. Elle a oublié qui a construit le bâtiment dans lequel elle dansait. Je ne suis pas resté longtemps derrière le rideau. Juste assez longtemps pour la voir envoyer un baiser dans les airs près de sa joue et rire un temps trop fort. Assez longtemps pour entendre quelqu'un demander, n'est-ce pas son ex, et l'entendre me rejeter comme juste une relique d'un ancien projet. Je suis surpris qu'elle ne m'ait pas appelé du code hérité. Ils ont tous ri. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la pièce dans laquelle ils se trouvaient, le gala qu'ils organisaient, le budget de relations publiques qui le finançait, l'examen de conformité qu'il a approuvé, tout portait le fantôme de mes initiales. Je ne possédais plus l'entreprise, mais je n'en avais pas besoin. Pas sur le papier, pas pour passer un appel téléphonique, et je l'avais déjà fait. L'avantage d'être mis de côté, c'est que cela vous donne de la perspective. Pendant qu'elle jouait à la poupée et au Lego de carrière avec un garçon ambitieux en smoking de location, j'avais passé des années à coudre des garde-fous dans les contrats, à intégrer des fiches-pièges dans les apparences. À garantir des clauses discrètes dans les rapports trimestriels du conseil d'administration que personne ne lit jamais. Pas parce que je m'attendais à la trahison, parce que je savais qu'elle était inévitable. Elle a toujours aimé les grands gestes, et elle pensait que ce soir serait le sien. Mais ce soir n'était pas son gala, c'était le mien. Elle ne m'a pas vu la regarder pendant qu'elle faisait un discours, remerciant la nouvelle équipe pour avoir rafraîchi la culture et modernisé la tradition. J'avais déjà entendu des mots à la mode de la part de consultants, mais ça, c'était du théâtre. Elle applaudissait un homme qu'elle connaissait à peine et ignorait le fait que toute son ascension avait été fondée sur mon approbation silencieuse. La seule raison pour laquelle elle se tenait sur cette scène était que, il y a 3 ans, j'ai refusé de mettre mon veto à un changement de politique de recrutement, la même politique qui a permis à son précieux visionnaire de sauter 3 échelons d'expérience. Et maintenant, elle se croyait libre de moi. Mais c'est le problème avec les fantômes. Ils apparaissent dans les miroirs, dans les signatures, dans les amendements antidatés,
et parfois à un gala derrière un rideau, à regarder, à attendre, tenant une clé dont personne ne se souvenait de l'existence. Elle pensait m'avoir enterré. Elle n'a même pas vérifié la terre. Il n'a fallu que 10 minutes pour que la première fissure se forme. Le temps que j'atteigne la voiture, le voiturier cherchait maladroitement les clés, les yeux passant nerveusement de moi à l'écran d'appel de son téléphone. « Monsieur, dit-il, presque en chuchotant. Je ne savais pas que vous étiez. » Peu importe. Il a tendu les clés à deux mains comme s'il rendait une arme. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête et je suis parti en voiture. Mais à l'intérieur de la salle de bal, quelque chose avait changé. Je n'étais pas là pour le voir, mais je connaissais le rythme, la chorégraphie de la confusion. Elle venait de finir de présenter l'homme à son bras, Jason Jared, un de ces noms qui viennent avec des montreurs de prix et des poignées de main peu sûres. Notre chef intrépide, avait-elle dit, jouant la fierté comme une actrice en pleine matinée. Elle a serré son bras. Il a souri. Les applaudissements étaient tièdes. Les boissons étaient plus fortes que les compliments. Et puis, de quelque part près du fond de la salle, une voix. N'était-ce pas son ex au bar tout à l'heure? Elle a balayé la remarque comme une mouche. Il est inoffensif, a-t-elle dit à son patron, les lèvres se retroussant avec une désinvolture forcée. Une vieille histoire. Il faisait du conseil ici il y a des années. Son ton était léger, mais sa prise s'est resserrée. Le patron, un certain Grant, a penché la tête. Du conseil? A-t-il répété lentement. Quel est son nom de famille déjà? C'était désinvolte au début, mais la désinvolture s'est estompée à chaque syllabe. Elle a ri, a essayé de changer de sujet. Oh, allez. Ne me dites pas que vous avez peur des fantômes maintenant. Ce n'est qu'un nom sorti des archives. Mais Grant ne riait pas. Il s'est tourné légèrement, s'orientant pour voir le fond de la salle, les yeux balayant le couloir sombre près de la sortie de service. Ce nom, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour elle. Il n'est pas seulement dans les archives. Je l'ai vu récemment sur un acte de propriété ou peut-être un accord de licence. Quelque chose avec le logo de la fiducie de holding. Sa voix s'est éteinte en quelque chose de plus calme, de plus aigu. Son sourire est resté, mais la couleur derrière a disparu. Grant a de nouveau bougé. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il s'est invité, a-t-elle dit rapidement. Vous savez comment sont ces types. Ils n'arrivent pas à lâcher prise. Elle a essayé de rire, mais même elle a entendu le son se briser. Il n'a pas répondu, s'est juste excusé pour aller saluer un autre donateur, mais son rythme avait changé. Il se déplaçait comme un homme qui vérifie une alarme incendie. Pas de fumée, pas de flamme, juste le clic silencieux de quelque chose qui a mal tourné. Dans le couloir, quelqu'un a affiché la liste des invités sur une tablette. Mon nom n'y figurait pas parce que je n'ai jamais eu besoin d'y être. Pendant ce temps, un jeune analyste, nouveau dans l'entreprise, désireux d'impressionner, a chuchoté quelque chose à un collègue. Ce type, celui qu'elle a appelé son ex, il est sur la plaque en bas. Partenaire stratégique héritage. Ce poste n'a pas été pourvu depuis. Il a fait défiler. Depuis lui. Les chuchotements ont fleuri comme de la moisissure derrière une cloison sèche, silencieux mais se propageant. Près du bar, l'homme au portefeuille d'investisseur a sorti un document interne sur son téléphone. C'était un PDF numérisé, vieux, délavé, mais l'entête était sans équivoque. Cadre de préservation culturelle, signé en 2011. Il listait 4 noms sous intérêt non révocable. Le mien en faisait partie. Et sous la clause intitulée « Déclencheur d'examen basé sur des événements », une note de bas de page, initiée par une atteinte à la réputation impliquant des parties protégées. De retour dans la salle de bal, Grant n'avait plus l'air d'un homme à une célébration. Il ressemblait à un homme qui venait de se souvenir où il avait laissé la hache qui manquait maintenant à son étui. Au fond de la salle, elle souriait toujours, mais pas avec ses yeux. Sa posture est devenue plus raide. Ses doigts tapaient sur le côté de sa flûte de champagne comme un métronome cherchant le tempo. Une collègue a essayé de complimenter ses boucles d'oreilles. Elle n'a pas répondu, a juste balayé la pièce du regard comme si elle essayait de repérer un tireur d'élite qu'elle avait invité à dîner. Parce qu'à ce moment-là, elle ne savait pas où j'étais. Et pire, elle ne savait pas qui j'étais encore. Ce nom qu'elle a essayé d'enterrer, il n'était pas à 6 pieds sous terre.
Il était gravé dans les os de l'entreprise qu'elle essayait de gravir. Et quelqu'un venait de trouver la pierre tombale. Le tiroir a légèrement grincé quand je l'ai ouvert, comme s'il était lui-même surpris d'être dérangé après toutes ces années. En bas à gauche, bureau en acajou, derrière une rangée de classeurs poussiéreux et un presse-papier fissuré qui portait encore notre ancien logo d'entreprise. J'ai passé la main au-delà des rapports obsolètes et des catalogues de cadeaux de retraite et j'ai sorti le dossier. Clause de gala, gribouillée au marqueur noir, soulignée 2 fois. Pas de fioritures, pas de tampon de l'entreprise, pas de page de garde, juste un épais dossier de documents juridiques jaunis. Chacun paraphé, chacun horodaté, chacun absurdement spécifique. Ça a commencé comme une blague. C'est la partie qu'elle n'a jamais comprise. À l'époque, quand nous étions encore quelque chose de réel, nous inventions de fausses clauses pour rendre les réunions plus supportables. Pas de bouchées à base de fruits de mer au gala de donateurs. Pas de discours de plus de 6 minutes à moins que l'orateur ait perdu un membre au combat ou en finance. Pas de stagiaires autorisés près des microphones après l'alcool. Des bêtises. Ça nous faisait rire. Mais à un moment donné, les blagues ont cessé d'être des blagues, et les dispositions sont devenues réelles, codifiées, notariées, classées. Parce que le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Il est lent, ennuyeux. Il se cache dans les notes de bas de page. J'ai feuilleté les pages, l'odeur de vieille encre et de teneur d'imprimante montant comme un souvenir que j'avais scellé. Mon avocat de l'époque, un cynique aux tempes grisonnantes avec un penchant pour le scotch et les contrats de mariage, avait souri avec mépris quand j'avais apporté la pile dans son bureau. La paranoïa coûte cher, avait-il dit, mais parfois, ça en vaut la peine. Il n'avait pas objecté quand je lui avais demandé de le classer sous éthique de contingence, déclencheur de conformité de gala. C'était enfoui dans la 3e section, clause 7D. Si un bénéficiaire ou un représentant public de l'entreprise porte atteinte à la réputation, exclut ou dénigre un fondateur ou un membre héritage protégé lors d'un événement parrainé par l'entreprise. Ladite action déclenchera un examen immédiat du conseil d'administration en vertu du protocole de stabilité discrétionnaire. En dessous, une liste de noms, le mien et le sien, avec des signatures. La clause n'était pas déclenchée par un scandale, ni par une action criminelle, mais par une humiliation publique. Elle était conçue pour protéger les fondateurs de l'entreprise contre l'effacement par des carriéristes performatifs. Parce que j'avais vu cela arriver trop de fois, des bâtisseurs d'héritage mis à l'écart pour des raisons d'image, pour ensuite être suppliés de revenir lorsque le vrai problème commençait. Je n'avais pas eu besoin de cette clause. Pas jusqu'à ce soir. Mais ce soir, j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la liste de contacts et fait défiler les vendeurs oubliés et les amis de la famille. J'ai trouvé celui que je gardais tout en haut, président L. Forestier, groupe parent. Le numéro n'avait pas changé depuis la fusion en 2016. La confiance non plus. J'ai tapé et composé un nouveau message et j'ai écrit les mots que j'avais répétés 100 fois mais que je n'avais jamais eu de raison d'envoyer. Conformément à la clause 7D, j'invoque formellement le protocole de stabilité discrétionnaire. Atteinte à la réputation confirmée. Image des médias disponibles sur demande. J'ai joint une photo du gala. Moi à l'arrière-plan près du rideau, elle pointant vers la sortie en plein chuchotement. Puis j'ai appuyé sur envoyer. La réponse est arrivée 3 minutes plus tard. Reçu, accusé de réception. L'examen débutera à 9 h du matin. Le statut de la position héritage reste valide. Toutes les protections s'appliquent. Pas de signature, pas de jargon juridique, juste une confirmation. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le dossier, maintenant ouvert comme une capsule temporelle. Quelque part là-dehors, elle sirotait probablement du champagne, se prélassant dans l'euphorie de sa petite humiliation, pensant qu'elle avait remporté une victoire féministe sur l'ex qui ne pouvait pas suivre. Elle pensait que j'étais le passé, mais elle a oublié une chose. On ne brûle pas un pont qui mène à la terre sur laquelle on se tient. Et ce soir, quand elle m'a chuchoté dans l'obscurité comme un machiniste dans une scène qu'elle croyait contrôler, elle a déclenché quelque chose d'ancien, quelque chose signé quand nous étions encore amoureux. Quelque chose qu'elle n'a jamais pris la peine de lire parce qu'elle pensait que connaître l'homme suffisait. Elle a oublié que je n'étais jamais seulement son mari. J'étais la clause. J'étais la condition. Et maintenant, j'étais la conséquence. À 10h23 du soir, mon téléphone avait sonné 4 fois. Même numéro, pas de message vocal au début,
juste le long silence vide de quelqu'un qui regarde son reflet se fissurer et ne sait pas où mettre le ruban adhésif. La 5e fois, elle a laissé un message. Et, je sais que ça a mal tourné ce soir. Je veux dire, c'était pour l'image. Tu sais comment ça se passe. Un rire doux, le genre de rire que les femmes utilisent lorsqu'elles négocient depuis une position qu'elles croient encore être de pouvoir. Je ne voulais pas te blesser. C'est juste que Grant est important pour l'entreprise et pour moi. Puis une pause, une pointe plus acérée. Je te connais, d'accord? Tu es probablement assis dans ce bureau à toi en train de penser 10 coups à l'avance. Ne fais pas ça. Ne transformons pas ça en une affaire. Elle a rappelé 20 minutes plus tard. Ton différent, moins de rire, plus d'inquiétude. Écoute, je suis sérieuse. Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais si c'est à propos d'une vieille clause. Allez. C'était symbolique. Tu ne ferais pas vraiment. Elle s'est interrompue, n'a pas fini sa phrase parce qu'elle ne savait pas comment elle se terminait. Ou pire, elle le savait. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la chaise à côté de mon bureau, celle qui n'avait pas été occupée depuis la fusion. L'accoudoir avait encore une légère déchirure dans le cuir, datant du jour où j'y avais planté un stylo plume en pleine négociation. À l'époque, je pensais encore que l'héritage pouvait être protégé par la confiance. J'étais plus jeune, moins intéressant. J'ai tapé lentement, délibérément, comme si chaque lettre méritait un souffle. Ah, président El Foreste. Sujet, avis d'invocation de la clause 7D. Conformément à notre dossier de contingence, j'invoque la clause de protection avec effet immédiat. Le déclencheur de réputation s'est produit lors de l'événement parrainé de ce soir. Preuve enregistrée. Examen juridique recommandé. 6 juin les éléments suivants, image fixe de la caméra de sécurité, horodatée. Sa main sur ma poitrine, le doigt pointé vers la sortie. Extrait audio d'un micro qu'elle ne savait pas actif près du bol de punch. Contrat d'accord du gala, signé 3 mois auparavant, avec sa signature sous garde de la marque. Copie de la clause 7D, surlignée en rouge. J'ai appuyé sur envoyer. La réponse est venue plus vite que prévu. Reçu et accusé de réception. L'examen complet du conseil d'administration commence à 9 h du matin. Vos protections d'héritage restent intactes. Le comité de surveillance a été notifié. Pas de blabla, pas de formalité, juste de l'action. Parce que certaines relations n'ont pas besoin de fleurs ou de pardon. Elles ont besoin de reçus, et je les avais tous gardés. Elle a rappelé. Le 6e message vocal était plus calme, mesuré. D'accord, je comprends. Tu es en colère, mais il ne s'agit plus seulement de nous. Il y a des réputations en jeu ici. Des carrières. Sa voix est tombée à un murmure comme si quelqu'un pouvait écouter. La mienne. Un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ensuite, j'ai regardé à nouveau la photo. Mon expression à moitié prise entre la confusion et la conformité. Ses yeux se déplaçant déjà au-delà de moi, calculant le prochain échelon de son ascension sociale. C'était son erreur de calcul fatale. Elle croyait que j'étais un échelon, quelque chose à enjamber. Elle n'a pas compris que j'étais le cadre, l'échelle elle-même. Et maintenant, avec un seul message, j'avais retiré les boulons. Derrière moi, le doux carillon d'un autre appel, ignoré. Elle avait passé les dernières années à prétendre que j'étais juste son ex. Un souvenir qu'elle avait dépassé. Un costume qui ne correspondait pas à la nouvelle esthétique de son ambition. Mais elle a oublié à quel point certains noms sont profondément gravés. Pas seulement dans les documents, mais dans les systèmes, dans les règlements, dans la mémoire. Surtout ceux qui portaient des boutons de manchette et n'élevaient pas la voix. À 11h08, j'ai complètement mis le téléphone en sourdine, les laissé face contre le bureau, écran noir. Ce qui allait suivre ne concernait plus les émotions. Elle pensait encore qu'elle pouvait se sortir de cette situation en parlant, mais elle était entrée sur un échiquier en pensant que c'était une scène, et je déplaçais déjà des pièces derrière le rideau. Le lendemain matin à 8h17, Grant, patron visionnaire, perturbateur de l'héritage, chéri du dernier article de Forbes, était déjà dans son bureau vitré, les manches retroussées comme un homme allergique à la formalité. Sa routine matinale était chirurgicale, café noir,
barres protéinées et 4 appels consécutifs avec des gens qui pensaient travailler avec lui, pas pour lui. Le premier appel venait du service juridique, quelque chose à propos d'une clause d'héritage sous audit interne. Il a haussé les épaules, a promis de revenir dessus une fois que les opérations auraient jeté un œil. Le deuxième appel est arrivé 15 minutes plus tard. La conformité cette fois. Le ton plus ferme. Quelque chose à propos du comité d'examen éthique qui avançait sa réunion trimestrielle. Pas grave, se dit-il. Probablement juste une autre note de service sur la culture d'entreprise concernant les relations avec les employés ou la conduite des médias. Mais ensuite est venu le troisième appel, de quelqu'un qui ne l'appelait jamais directement, la liaison du conseil d'administration. Elle n'a pas mâché ses mots. Un dossier scellé arrive pour vous. Coursier, étiquette rouge. Il vous est conseillé de l'ouvrir seul. Il a levé les yeux au ciel dès qu'il a raccroché. Grant n'aimait pas le drame, sauf s'il contrôlait les projecteurs. Mais juste après-midi, le coursier est arrivé. Costume noir, pas de logo, badge d'identification du groupe de holding accroché à son revers. Pas d'enveloppe, juste un portefeuille renforcé avec un sceau de sécurité et une plaque nominative sur le devant. Droit de gouvernance, dispositions relatives aux actionnaires conditionnels. Il a tranché le sceau avec un canif et a ouvert le dossier, s'attendant à du jargon juridique ou à des absurdités de conformité fiscale. Au lieu de cela, il a trouvé une table des matières avec un seul en tête en gras, déclencheur du protocole de stabilité, invocation de la clause 7D. Ses yeux ont parcouru les pages, les dates, les procès-verbaux de réunion, les signatures. Certains étaient des noms qu'il reconnaissait, à peine. Des membres du conseil d'administration à la retraite, des gestionnaires de fonds héritage. Mais d'autres, des noms qui n'apparaissaient pas dans son dossier d'information quand il a été embauché. Des noms comme Laurence Carr Marchand, son ex-mari. Celui qu'elle a rejeté comme une vieille relique. Celui qu'elle a désigné vers la sortie de service comme un intérimaire dans le mauvais ascenseur. Les doigts de Grant se sont resserrés sur le bord de la page. Puis il l'a vu, sa propre signature, datée d'il y a 3 ans, contresignée lors de la fusion-acquisition dans le cadre de sa procédure d'intégration rapide. À côté, une note du PDG précédent indiquant « Cette clause provisoire protège les parties prenantes héritage contre les atteintes à la réputation initiées par des représentants internes lors d'événements parrainés par l'entreprise. » Il est revenu en haut, a parcouru la clause ligne par ligne. Tout incident public causant un préjudice à la réputation d'une partie prenante héritage, en particulier lors de fonctions couvertes par les médias, déclencherait un examen éthique obligatoire soumis à une surveillance immédiate du conseil d'administration et à une éventuelle suspension de la direction. La formulation était brutale, définitive, impossible à déformer. Sa respiration a ralenti. La pièce semblait plus chaude. Il a desserré son col, s'est levé, a commencé à faire les 100 pas. De l'extérieur du bureau, son assistante a remarqué que le rythme régulier de la confiance avait été remplacé par des mouvements saccadés. Les épaules voûtées, une main sur le bas du dos comme si le poids du dossier avait trouvé sa marque. À l'intérieur, il a tourné à la dernière page. Une liste de pièces jointes. Pièce C, images horodatées du gala. Pièce D, avis juridique du conseil d'entreprise daté d'avant l'événement. Pièce E, note consultative rédigée par le PDG précédent décrivant l'intention stratégique de la clause 7D de protéger le capital fondamental contre une faute performative. Et en bas, en petits caractères, déposé par Elka Marchand, fondateur héritage, retraité. Il a de nouveau regardé la signature, l'a comparée à la sienne. Toutes deux notariées, toutes deux tamponnées, toutes deux contraignantes. Il a expiré brusquement. Qui diable a écrit ça? A-t-il marmonné. Du couloir, une voix a répondu. Un des membres du conseil d'administration, plus âgé, toujours sous-estimé, est entré sans frapper. Votre prédécesseur, a dit l'homme, presque amusé. Et son mari. La mâchoire de Grant a travaillé silencieusement pendant une seconde. Mais il est parti. Non, a interrompu le membre du conseil. Il a pris du recul. Ce n'est pas la même chose. Vous le sauriez si vous aviez lu la version longue de votre contrat au lieu des points clés. Grant n'a pas répondu, a juste fixé les papiers comme s'ils étaient soudainement écrits dans une langue étrangère. Parce que d'une certaine manière, il l'était. Il parlait le langage de l'ancien pouvoir, de l'influence discrète,
du genre de contrôle que l'on ne publicisait pas parce qu'il n'a pas besoin d'être expliqué. Derrière lui, son tableau blanc numérique clignotait avec les points de l'ordre du jour, croissance du 4e trimestre, nouvelle verticale, une campagne médiatique sur le nouveau leadership. Il l'a éteint. Soudain, rien de tout cela n'avait d'importance parce que pendant qu'il était occupé à courir après la couverture médiatique et les applaudissements sur LinkedIn, quelqu'un d'autre avait écrit les règles du jeu. Et cet homme était celui qu'il a laissé humilier dans sa propre salle de bal par une femme qui pensait que l'influence se mesurait en RSVP et en titre de direction. Et maintenant, il réalisait qu'il avait hérité de plus que son ambition. Il avait hérité de ses conséquences. Elle est arrivée à 9h02 du matin, les talons claquant sèchement contre le marbre, un latte à la main comme un bouclier. Son manteau était parfaitement posé sur une épaule, la même qu'elle utilisait pour passer froidement devant les assistants sans contact visuel. Ce matin-là, elle avait l'air de ne rien s'être passé, comme si son exil de moi au gala n'était qu'un autre geste calculé, et que toute retombée pouvait être balayée sous le tapis avec une demi-excuse et une réunion à huis clos. Elle a passé son badge devant le lecteur près des portiques de sécurité en verre. Lumière rouge. Elle a réessayé, plus lentement cette fois. Toujours rouge. Le portique ne s'est pas ouvert. Le lecteur a de nouveau émis un bip, plus fort maintenant, un ton empreint de jugement. Son sourire a tressailli. Elle a regardé vers la réception, levant légèrement la main comme si elle allait un taxi, et non comme si elle demandait la permission. La réceptionniste, une femme qu'elle avait ignorée d'innombrables fois avec ce sourire d'entreprise aux lèvres pincées, est soudainement devenue très occupée à fixer son écran. Pas un mot, pas un regard. « Excusez-moi », a appelé ma femme, contournant le portique de sécurité, la voix prenant une tonalité plus aiguë. « Je travaille ici. Quelque chose ne va pas avec mon badge. » La réceptionniste a continué à taper pendant un instant, puis a tendu la main sous le bureau et a appuyé sur une alerte silencieuse. Une qui ne sonnait pas, ne vibrait pas, mais envoyait une seule notification à l'étage. 3 minutes se sont écoulées. Elle a vérifié son téléphone. Pas d'appel manqué, pas de mais, rien des ressources humaines. Elle a tapé du talon, agacée maintenant. Elle était habituée à la déférence, à l'accès instantané, et à ce que son nom lève tous les obstacles bureaucratiques. Mais cette fois, le couloir est resté vide. Puis un ascenseur a sonné. Un responsable est sorti. Pas des ressources humaines, pas du service juridique, juste quelqu'un des services généraux portant une boîte en carton. Il s'est dirigé droit vers elle sans hésitation. « Eh, désolé pour ça », dit-il platement, tendant la boîte comme si elle contenait le nettoyage à sec de quelqu'un. « Votre bureau est en cours de réaffectation. Vous pouvez attendre ici les ressources humaines. » Elle ne l'a pas prise tout de suite. Elle a juste fixé la boîte comme s'il lui avait offert un animal de compagnie mort. « Je suis la directrice de la stratégie », a-t-elle dit, sa voix assez forte pour résonner sur le marbre. Pourquoi diable attendrais-je ici les ressources humaines? Il n'a pas bronché. Nouvelle politique après hier soir. Puis il a légèrement incliné la boîte vers l'avant, juste assez pour qu'elle puisse voir le papier collé à l'intérieur du couvercle. Une capture d'écran, granuleuse en noir et blanc, mais sans équivoque. Elle, debout à quelques centimètres de moi au gala, sa main sur ma poitrine, ses lèvres formant clairement les mots « Ne me mets pas dans l'embarras. Mon nouveau patron est important. » L'angle provenait des caméras de sécurité, un angle qu'elle n'avait pas envisagé. Elle ne savait pas que l'entreprise archivait ces événements au-delà de la diffusion en direct. Sous la photo se trouvait une note de service. Usage interne uniquement. Sujet, déclencheur de réputation, clause 7D. Statut, confirmé. Action, examen immédiat initié. Mesure de protection pour l'actionnaire héritage engagé. Contact assigné, directeur de la conformité, Monsieur Restnick. Elle est devenue pâle. Pas de manière théâtrale. Pas de main sur la poitrine, pas d'évanouissement. Juste l'immobilité. Ce genre d'immobilité robotique qui survient lorsque le corps réalise que la hiérarchie qu'il a gravie est maintenant une trappe sous ses pieds. Le responsable n'a rien dit d'autre, a juste fait un signe de tête vers un petit coin salon près du mur du hall où quelques stagiaires étaient assis maladroitement, faisant semblant de ne pas remarquer. Sa présence avait l'habitude de vider les pièces. Maintenant, elle ne faisait que pousser les gens à chuchoter derrière des écrans. Elle a pris la boîte,
s'est dirigé vers le coin salon avec des talons qui sonnaient soudain moins comme du pouvoir et plus comme de la ponctuation. Un pas, clic. Deux pas, clic. Chacun faisant écho. Elle s'est assise et a posé la boîte sur ses genoux. À l'intérieur se trouvaient les accessoires habituels, une photo encadrée, une plante, quelques épinglettes qu'elle n'a probablement jamais utilisées, et son bloc-notes personnalisé avec son titre gravé en argent. Sur le dessus, quelqu'un avait placé la plaque nominative de son bureau. C'est un marchand, directrice stratégique. Elle avait été dévissée. Elle l'a touchée d'une main comme si le fait d'appuyer dessus pouvait la ramener au mur, mais ce ne fut pas le cas. Elle a regardé autour d'elle, attendant que quelqu'un, n'importe qui, descende et dise que c'était une erreur, qu'il s'était trompé de badge, que le service juridique avait réagi de manière excessive, que le président dépassait ses prérogatives, que je n'avais rien à voir avec ça. Mais ils ne sont pas venus. Et c'est là qu'elle a finalement réalisé que les règles qu'elle avait utilisées comme des armes pour son ascension n'avaient pas changé. Elles avaient juste été écrites par quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus silencieux, de plus patient. Quelqu'un dont le bureau ne lui était plus accessible. La journée avait été inhabituellement calme. Pas de suivi des ressources humaines, pas de note interne l'exonérant, pas de réunion d'urgence pour clarifier la situation. Juste le silence. Et ce silence n'était pas la paix. C'était la pression. Un changement atmosphérique qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait car elle avait passé trop d'années à confondre les applaudissements avec l'autorité. Elle était assise sur le balcon de son appartement, un verre de chardonnay à moitié bu tiédissant à côté d'elle. Son téléphone a vibré sur la table de patio. Identification de l'appelant, Maya, comptabilité. Maya n'était pas une commère. C'était le genre de collègue qui avait passé 20 ans à survivre à 3 directeurs financiers, 5 PDG et un scandale impliquant un paradis fiscal au Panama. Si Maya vous appelait après le travail, ce n'était pas pour bavarder. « Salut », a dit ma femme, essayant de paraître enjouée. « Arrête de jouer la comédie », a dit Maya sèchement. « Tu as une minute ?» Elle a cligné des yeux. « Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ?» Il y eut une pause, une subtile inspiration à l'autre bout du fil. Le genre de respiration que les gens prennent avant d'annoncer une mauvaise nouvelle qu'ils n'ont pas demandé à porter. « Sais-tu avec qui il a eu des réunions cette semaine ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a ri. Court, superficiel. « Qui ? Mon ex ? Je doute qu'il soit encore en ville. Il n'a pas de poids, Maya. C'est un fantôme d'héritage. Symbolique. Non, a claqué Maya. Il ne l'est pas. C'est ce que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sors juste d'un examen financier à huis clos. Nous sortions des dossiers de la société de holding pour l'audit du prochain trimestre. Il y a une liste. Investisseur silencieux, seuil de participation de contrôle. Devine qui est toujours listé comme actionnaire silencieux majoritaire ? Silence sur la ligne. Tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas. Tu sais comment fonctionnent les structures de holding ? Elles ne se mettent pas à jour en fonction des sentiments. Et à moins qu'ils ne vendent ou ne meurent, ce titre reste intact. Tu veux le meilleur ? Il y a une clause dans son dossier. Pouvoir de veto. Au niveau du conseil d'administration. Pas d'expiration. Maintenant, elle s'est redressée. La chaise de patio bon marché est soudainement devenue impitoyable. Tu dis qu'il a encore de l'autorité ? Je dis que tu as pratiquement viré un homme avec des droits de veto légaux devant des donateurs, des dirigeants, son propre conseil consultatif. La moitié de ces gens étaient là grâce à lui, et les images ont empiré les choses. Tu n'as pas seulement embarrassé un nom d'héritage. Maya a baissé la voix. Tu as publiquement humilié quelqu'un avec un pouvoir que personne d'entre nous ne se souvenait même être actif. Et maintenant, tout le monde s'agite parce qu'ils auraient dû s'en souvenir. Sa main a serré plus fort le verre de vin. Sa voix, autrefois confiante, est sortie cassante. Pourquoi personne ne me l'a dit ? Parce que personne ne pensait qu'il l'utiliserait. Il ne l'avait pas fait depuis des années. Les gens supposaient qu'il s'était tu pour de bon. Mais tu l'as traîné dans la lumière. Tu lui as donné la raison. Il y eut un long silence rauque entre elles. Puis finalement, un seul mot de sa part, à peine audible. Quoi ? Maya n'a pas répondu tout de suite,
a juste laissé planer le suspense. Je t'avais prévenu avant, a-t-elle finalement dit. Il ne se bat pas bruyamment. Il se bat sur le long terme. Le genre de long terme que tu ne vois pas venir jusqu'à ce que le sol sous tes pieds ne soit plus le tien. La ligne est devenue silencieuse. Elle est restée assise là, le cœur battant dans ses oreilles alors que le vent se levait légèrement. Le chardonnay avait maintenant un goût de vinaigre. Elle a posé le verre lentement. Puis elle a pris son ordinateur portable, a ouvert l'organigramme de la base de données interne, a cherché son nom. Il n'y était pas. Puis elle a cherché dans le registre de la société de holding. Il était là, enfoui à 3 liens de profondeur. LK Marchand, actionnaire héritage au rôle consultatif, autorité silencieuse de classe B. À côté, une ligne de statut en vert, actif. Elle a fixé le mot comme s'il était dans une langue étrangère. Puis elle a cliqué pour ouvrir les statuts. Section 14.4, protection de la réputation des parties prenantes. Clause 7D, protocole de surveillance basé sur le déclenchement. Clause 7F, recouvrement de veto en réponse à un risque institutionnel. Clause 8.1, président nommé du Conseil consultatif héritage, LK Marchand. Durée, indéfinie. Son écran s'est légèrement brouillé. Elle avait passé toutes ces années à penser que l'homme qu'elle avait épousé était prévisible. Décent, oui. Loyal, bien sûr. Mais prévisible. Elle avait oublié ce qu'il était avant elle. Pas un mari, pas un partenaire. Un tacticien. Et elle lui avait donné exactement ce dont il avait besoin, l'apparence d'un manque de respect de l'intérieur. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre. Pas le pardon, les conséquences. On a frappé à 6h52 du matin. Trop tôt pour les coursiers, trop précis pour les voisins. Elle a ouvert la porte en robe de chambre en soie, le mascara encore taché de la nuit précédente, les bords de son sang-froid déjà en train de s'effilocher. Un homme en costume sombre se tenait là, expression neutre, un badge autour du cou. Pas la police. Pire. Livraison pour ces marchands, a-t-il dit, lui tendant une enveloppe matelassée avec un sceau bleu et argenté estampillé sur le rabat supérieur. Bureau des affaires internes, division de l'éthique d'entreprise. Elle a signé sans poser de questions. Sa main tremblait légèrement, le stylo laissant un micro-bégaiement dans son nom de famille. L'homme a hoché la tête une fois, s'est retourné et est parti sans un mot. Pas d'explication, pas de place pour le débat. Elle a fermé la porte avec son épaule et a déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre d'une seule page pliée en deux. Avis d'examen obligatoire, comité d'éthique et de surveillance. Conduite lors du gala d'hiver, clause 7D, invocation du protocole. Date de comparution, jeudi, 10h30 du matin. Lieu, 14e étage, salle de conférence C. Elle l'a relu, puis une 3e fois. La formulation ne s'adoucissait pas. Vous êtes par la présente requise de comparaître devant le comité d'éthique et de surveillance pour répondre aux allégations de préjudice à la réputation déclenchées en vertu de la clause 7D des statuts de préservation des fondateurs. Cette action est non négociable. Le défaut de comparution entraînera une culpabilité présumée et des sanctions administratives telles que définies dans les articles 4, 5 et 9 des protocoles de sauvegarde comportementale. Elle a tourné la page, et c'était là, signé, directeur de la conformité, Monsieur Restnick. Son estomac s'est noué. Michael Restnick. Un nom qu'elle n'avait pas prononcé à haute voix depuis des années. Un homme qui s'était un jour assis dans leur salon en riant avec son mari de décisions fiscales obscures et de failles contractuelles comme s'il s'agissait de rebondissements dans un thriller. Son mari ne l'avait pas seulement mentoré, il l'avait formé pour le remplacer. Discrètement, stratégiquement, Michael avait gravi les échelons plus vite que la plupart parce qu'il n'avait pas seulement appris les règles, il avait aidé à les écrire. Il l'avait un jour qualifiée de vive, avait dit qu'elle était corporativement dangereuse d'une manière qui excitait les gens. Apparemment, il avait révisé son opinion. Elle se tenait dans la cuisine, la lettre tremblant dans ses mains, et essayait de reprendre son souffle dans un corps qui était soudainement devenu froid. Elle s'est dirigée vers l'évier, a posé l'enveloppe et a fixé le carrelage du dosseret pendant que le robinet coulait sans but. Comment tout cela avait-il pu aller si loin? Moins d'une semaine auparavant, elle paradait dans une salle de bal en talons de créateur, chuchotant des rejets comme si le pouvoir était un parfum. Maintenant, elle ne pouvait pas entrer dans son bureau,
ne pouvait pas obtenir un rappel du service juridique, et devait plaider sa cause dans une salle de conférence où elle avait autrefois présidé des réunions, un endroit où maintenant elle serait celle qui serait interrogée. L'arrogance qu'elle avait portée comme une armure a commencé à ressembler à du papier. Elle s'est dit que c'était encore pour l'image, que les ressources humaines la soutiendraient, que le conseil verrait cela pour ce que c'était, des retombées personnelles déguisées en protocole. Mais le saut en haut de la lettre ne ressemblait pas à un protocole. Il ressemblait à un jugement. Les 20 minutes suivantes ont été passées à faire les 100 pas. Elle a vérifié son téléphone. Toujours pas d'appel manqué. Pas de message de Grant. Pas d'alerte du Slack de l'entreprise. Elle a tapé et supprimé une douzaine de textes différents. Un au service juridique. Un à son patron. Un presque à moi. Elle n'en a envoyé aucun. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle a cherché sur Google le résultat des audiences consultatives de la clause 7D. Les résultats n'étaient pas nombreux. C'était le propre de ces protocoles. Ils étaient rarement déclenchés, mais quand ils l'étaient, ce n'était jamais superficiel. Chaque cas listé se terminait par 2 mots, poste libéré. Personne ne survivait à la clause 7D. Parce que personne ne s'attendait jamais à la déclencher. Elle s'est assise à la table de la cuisine, les mains posées sur la lettre comme si elle pouvait fondre si elle la tenait assez longtemps. Sur le bord de l'enveloppe, manuscrite à l'encre bleue, probablement par quelqu'un des affaires internes, se trouvait une note discrète, les droits d'héritage ne sont pas cérémoniels. Pas de signature, juste ça, comme si quelqu'un avait anticipé son incrédulité et avait décidé de mettre le dernier clou dans ses suppositions. Elle a fermé les yeux. Pour la première fois, elle n'élaborait pas de stratégie. Elle avait peur. Le couloir menant à la salle de conférence s'est été délibérément sobre. Pas de marque, pas d'écran, pas de distraction, juste des murs beiges, un éclairage stérile et un silence qui bourdonnait comme de l'électricité statique. Mais au-delà des doubles portes vitrées au bout se trouvait un mur qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Pas depuis l'orientation, pas depuis qu'elle était jeune et enthousiaste, faisant encore semblant d'être humble tout en mémorisant les noms qu'elle prévoyait de remplacer. Elle a ralenti son pas en approchant. À gauche, une longue plaque d'acier gravée de noms. Police de caractère propre, sans empattement. Rien de tapas accent grave l'œil, juste de la précision. Fondateur, mécène, partenaire stratégique, titre d'héritage. Ses yeux ont parcouru la liste. Elle en a reconnu certains, des cadres à la retraite, des investisseurs de la première heure, des présidents de conseils d'administration d'un autre temps. Et puis elle l'a vu. Laurence Carr-Marchand, directeur émérite. Sa poitrine s'est serrée. Ce n'était pas seulement le nom. C'était le fait qu'il était toujours là, toujours actif, toujours dans la section réservée aux intouchables. Pas de rature, pas de ancien, pas d'annotation. Elle a fait un demi-pas en arrière. Personne ne lui avait dit. Elle avait supposé que lorsqu'il s'était éloigné du train-train quotidien, il avait tout abandonné. Que quitter un rôle signifiait perdre sa pertinence. Elle avait pris son silence pour une reddition. Mais son nom n'avait jamais quitté le mur. Et maintenant, elle entrait dans une pièce pleine de gens qui le savaient. Les portes vitrées se sont ouvertes. 2 assistants du comité attendaient à l'intérieur, la posture raide, lui faisant signe de s'asseoir au bout de la table. La pièce était plus froide qu'elle n'aurait dû l'être, délibérément. 12 sièges, 11 occupés. Chaque personne arborait la même expression, une neutralité aiguisée comme une pointe. À la tête de la table était assis le président Forester, un homme qu'elle avait un jour encensé dans un communiqué de presse comme un phare de leadership stable. Maintenant, il ressemblait à quelqu'un qui fait face à une responsabilité légale habillé en talons hauts. Il n'a pas demandé comment elle allait. N'a pas offert d'eau. Il a simplement dit, commençons. Elle s'est assise, a ajusté son chemisier, a essayé de ne pas respirer trop fort. Il a ouvert un dossier. Pas de spectacle, juste une procédure. Madame Marchand, avant de procéder avec la documentation, je suis tenu d'établir le contexte. Veuillez confirmer pour le dossier que vous avez sciemment renvoyé un directeur fondateur de cette institution lors d'un événement d'entreprise publique et enregistré. La pièce n'a pas bougé. Pas une toux, pas un grattement de stylo. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti au début parce qu'elle a soudainement compris ce que c'était. Pas seulement une audience,
pas seulement de la conformité. C'était une exécution. Elle a dégluti. Sa voix était basse mais audible. Je ne savais pas qu'il détenait encore ce titre. Le président a haussé un sourcil, a tourné une page dans le dossier. Les titres d'héritage ne sont pas révocables par perception. Ils sont protégés par les articles 3, 5 et 12 de la Charte des fondateurs. Le nom reste, l'autorité reste, et vos actions, enregistrées, vérifiées et diffusées, constituent un préjudice direct à la réputation en vertu de la clause 7D. Il s'est légèrement penché en avant. Donc encore une fois, veuillez confirmer pour le dossier que vous avez sciemment renvoyé un directeur émérite lors d'un événement public parrainé par l'entreprise. Elle a baissé les yeux sur ses genoux, ses mains serrées, les ongles s'enfonçant dans ses paumes comme si la douleur pouvait inverser le temps. Oui. Une pause. Puis il a cliqué une fois sur son stylo et a signé la ligne au bas de la page. Confirmation notée. C'était tout. Pas de marteau de juge, pas de déclaration dramatique, juste de l'encre et du silence. En face d'elle, une femme du service juridique a sorti un dossier séparé. Il était plus mince, non pas rempli d'options, mais d'un seul papier et d'une ligne de signature. Le genre qu'on vous donne quand votre seule décision restante est de savoir si vous voulez sortir tranquillement ou faire un gâchis que quelqu'un d'autre nettoiera. Elle n'a pas tendu la main pour le prendre. Pas encore. Au lieu de cela, elle a de nouveau regardé vers le mur. Le nom était toujours là, gravé dans l'acier froid. Le même nom qu'elle avait un jour pris, puis rejeté, puis moqué. Elle pensait l'avoir dépassé. Mais c'était le nom qui avait construit l'entreprise. Le nom qui l'avait protégé. Et maintenant, le nom qui allait l'effacer. Elle est sortie de la salle d'audience comme un ballon dégonflé, la peau tendue, les yeux vides, marchant non pas avec son clic et sa glissade habituelle, mais avec le poids de quelqu'un qui vient d'apprendre que le sol sous ses pieds n'était pas en marbre. C'était du verre, et il s'était fissuré. Ses talons s'enfonçaient dans le tapis moelleux de l'aile exécutive, mais elle les sentait à peine. Elle cherchait son téléphone, s'accrochant encore à une croyance délirante qu'un texto ou un message vocal apparaîtrait pour lui dire que ce n'était pas réel, que c'était un malentendu, que quelqu'un, n'importe qui, était encore de son côté. Au lieu de cela, ce qu'elle a eu, c'est lui. Grant. Son patron, son visionnaire, son prochain échelon sur l'échelle. Il attendait juste devant les portes de l'audience, faisant les 100 pas en cercle serré, le téléphone si fort pressé contre sa joue qu'il semblait y être soudé. Il n'était pas l'homme qu'elle avait présenté au gala. Confiant, charismatique, préparé. Non, cet homme avait disparu. Celui-ci ressemblait à quelqu'un qui venait de se heurter de plein fouet à une embuscade de conseil d'administration. Il l'a repéré et s'est déplacé rapidement, presque trop rapidement, lui saisissant le coude avant qu'elle ne puisse dire un mot. Elle a tressailli. Grant, je. Ne parle pas, a-t-il sifflé, la voix coupante, urgente. As-tu la moindre idée de qui il est pour moi? Elle a cligné des yeux, encore hébétée. De quoi parles-tu? Il s'est penché, les yeux injectés de sang, la voix tremblante non pas de volume mais de pression. Cet homme que tu as fait sortir par la porte de derrière comme un employé disgracié était mon premier investisseur. Sa bouche s'est asséchée. J'avais 19 ans. Pas de capital, pas de crédibilité au sein du conseil. Personne ne voulait de moi, a-t-il dit, sa voix tremblant maintenant. Mais lui, si. Il a contresigné ma première offre de financement, a payé mon conseiller juridique, m'a présenté au président avec qui tu viens de t'asseoir. Il est la raison pour laquelle j'ai ce poste. Elle a essayé de reculer. Je ne savais pas. Tu ne savais pas? A-t-il claqué. Tu l'as renvoyé devant la moitié du conseil consultatif. Devant des donateurs qu'il a personnellement amenés à la table. Tu l'as humilié lors d'un événement d'entreprise avec moi à ton bras. Sa gorge s'est nouée. Grant, je ne voulais pas. Tu ne comprends pas, a-t-il coupé, plus calmement maintenant, plus mortel. Tu penses qu'il ne s'agit que de protocole, de politique de bureau? Ce n'est pas le cas. Cet homme s'est porté garant pour moi, m'a protégé, et toi? Tu m'as paradé comme un trophée tout en crachant sur la personne même qui a construit le podium sur lequel tu te tenais. Ses lèvres ont tremblé. J'essayais de te protéger. Je pensais. Il a ri, non pas d'humour, mais d'incrédulité. Me protéger?
Tu viens de mettre le feu au pont entre moi et le seul homme qui ait jamais cru en moi. Il a secoué la tête, reculant, lâchant son bras comme s'il brûlait. Ce n'est pas un scandale. C'est un enterrement, et tu es l'éloge funèbre que personne ne veut entendre. Elle a ouvert la bouche. Aucun mot n'est venu. Des gens les croisaient dans le couloir. Personne ne s'arrêtait. Personne ne la regardait dans les yeux. Son titre était déjà au passé. Il l'a regardée une dernière fois, non plus avec colère, juste avec pitié. C'est fini entre nous. 2 mots, rien de dramatique, pas de voix élevée, pas de scène, juste un verdict silencieux. Il s'est retourné et s'est éloigné, dans le couloir qu'elle avait l'habitude de parcourir comme s'il lui appartenait. Les portes vitrées ont sifflé pour s'ouvrir pour lui, se sont refermées derrière lui. Elle n'a pas suivi. Ne le pouvait pas. Parce que ce n'était pas seulement le poste qui était parti. C'était l'illusion. L'empire qu'elle pensait avoir hérité n'était pas le sien. Il ne l'avait jamais été. Elle s'y était mariée, en avait tracé les contours, l'avait rebaptisé, puis avait arrogamment tenté de réécrire son histoire. Mais les empires se souviennent, tout comme les hommes qui les ont construits tranquillement, sans hashtag, sans fanfare. Des hommes comme celui qu'elle a renvoyé par la sortie de service, pensant qu'il était jetable. Mais il n'était pas jetable. Il était la fondation. Et maintenant, avec un murmure et un hochement de tête, c'était elle qui était exclue. Celle pour qui les portes ne s'ouvriraient pas. Le couloir est resté immobile, et elle y est restée, seule.